le Grove Hotel de Watford. À 1 heure de Londres, luxe, calme et volupté. Enfin luxe surtout. Un palace prisé des gens fortunés pour des mariages millimétrés. Bernardo peut chanter, Tonton John et Tata Katie peuvent danser. Un océan de félicité. Sauf que, Serial Noceur, ça vous dit quelque chose ? Dans ce film, Vince Vaughn et Owen Wilson s'invitent dans des mariages. Eh bien, Wayne Rooney et Phil Jagielka ont fait un remake. En novembre dernier, la sélection étant mise au vert dans cet hôtel. Encore une cérémonie. Alors, ils débarquent et finissent un peu amochés. Le lendemain, forcément, les tabloïds s'en régalent. These boys, this generation is the most professional generation of footballers, not only in England, but in England too, we've ever had. All the legends you still love and all the guys you still admire and all that stuff, they drank like devils and they smoked like crazy and they were still good players and nobody does it anymore. All we do sounds like a big catastrophe when it's not perfect, and it isn't, so... Guinness gives you strength, gives you strength, gives you strength. Guinness gives you strength, Guinness gives you strength. You'll like it better. Better than beer? Can it be? Try Carling's Red Cap Ale and see. Better than beer? Can it be? Try it tonight. Pour parler alcool et foot anglais, quoi de mieux que de se retrouver au pub avec notre expert, en foot, pas en bière. Philippe Auclair va nous apporter ses lumières tout au long de ce reportage. La culture du football en Angleterre est inséparable de la culture de la bière. C'est l'idée même qu'on puisse séparer les deux, je veux dire, ça ne viendrait à l'esprit de personne. Un club anglais, quand il n'a pas été fondé par une paroisse, a généralement été fondé par un brasseur. L'histoire du football à Liverpool, John Holding, c'est l'histoire d'un brasseur. Qui est-ce qui sauve Manchester United de la banqueroute lorsque les choses vont très mal, à l'époque où c'est encore Newton Heath? C'est un brasseur. Les Anglais aiment boire et ne s'en cachent pas. En 93, Paul Merson, énorme buveur notoire, célèbre un but comme ça, en demi-finale de Cup. Avant l'Euro 96, Paul Gascoigne est photographié en pleine beuverie. Pendant la compétition, il fait un but en se faisant asperger par ses coéquipiers. Et puis il y a le plus célèbre d'entre tous. George Best a mené de front 2 brillantes carrières, celle de joueur et celle de fêtard. Une légende qu'il entretenait avec des aphorismes passés à la postérité. Florilège. L'Angleterre ou la picole assumée. Attention, moment anecdote. J'ai eu des fêtes qui ont été organisées par le club. J'étais parti voir le capitaine pour lui dire comment ça se passait et tout. Il me disait non, t'inquiète pas, on est de nos limites. Il ne prend pas les verres, plutôt les bouteilles. C'était un concours, c'était à celui qui buvait le plus de shots et tout. Alors je peux te dire que nous les Français, on était vraiment nuls, qu'on était vraiment à la traîne, qu'on avait quand même pas mal d'entraînements à parfaire et qu'il y avait un écart conséquent entre nous et eux, quoi. J'ai vu des joueurs éméchés à l'entraînement. Après, la chose qu'on faisait, c'était de lui donner un chewing-gum et de lui dire, bon, évite de parler aujourd'hui parce que sinon le coach va savoir que tu as trop fait la fête. Avant de partir en Angleterre, je me rappelle qu'il y avait un joueur britannique en première division et qui avait pour habitude de s'envoyer 2 shots d'alcool avant de rentrer sur le terrain. Et quand on faisait à chaque fois les haies pour rentrer sur la pelouse, ça sentait l'alcool. Et c'est après, avoir discuté avec certains qui m'ont dit, ouais, c'est lui, c'est une tradition. Donc pour te dire, c'est bien ancré d'un point de vue culturel. La culture ouvrière de work hard, play hard, on bosse dur, mais on sait rigoler aussi, est quelque chose de crucial. Comme la plupart de ces joueurs viennent de ce milieu-là, ils continuent, en fait, ils perpétuent dans le monde du football des habitudes sociales qui sont celles de la classe dont ils sont issus. Direction The Gunners, un pub mythique juste à côté d'Highbury. Au début des années 90, les joueurs d'Arsenal s'y retrouvaient pour boire des canons, évidemment, et en grande quantité détournés à 5 pintes chacun, véridique. Good cross comes in and it's there. Ray Parlour and Arsenal are coasting.
Usually the week was train Monday, hard training session Tuesday, usually at Highbury under George Graham. But you always have Wednesday off, so in the end the lads went, well, okay, we've got Wednesday off, so why don't we have a few drinks after Tuesday? It was a situation where it just got called the Tuesday Club because obviously it was a Tuesday. Once the team's announced and the subs are picked for the game, basically everybody's left over. What I call the extras, the leftovers. Let's be fair, you want to be out of the way. You don't want to be in the dressing room with the rest of the guys. I remember asking a few of the older players, what do you do now when you're left out? Because I had my suit on, let's go and have a few pints upstairs. I said, yeah, great, okay. And then one of the players picked up an injury in warm-up. I just remember seeing Ray coming back into the dressing room with Stuart Houston. Get yourself downstairs now. The manager's going crazy. I said, what? What do you mean? He said, someone's got injured in the warm-up, you're sub. I was like, oh. I was having a pint in my hand going, sure, 10 minutes before kick-off. 20 minutes to go, he said, warm-up, you're going on. I'm thinking, oh no, I ain't going to go on, surely. So I'm running up and down the line, all Liverpool subs going, was you out last night? You stink of booze? I said, no, I've had 4 pints upstairs. I didn't realise I was sub. I wanted to see him come on. Knowing Ray, he probably would have ended up being man of the match because you know, that's just the way he is. So in the end, I didn't get on the pitch, but after the game, 0-0 draw. I remember George going round all the players, well done, well done, well done, well done. He looks at me, he went, where was you before the game? I said, I was in the bar, boss. I didn't know, I was sub. 2 weeks' wages, bring the money to my office. They taught me a lesson as well, not to go in the bar before the game. Les histoires d'alcool finissent mal en général. La culture de la boisson a fait des ravages dans le foot anglais. En septembre 96, Tony Adams confesse publiquement son addiction et part en cure de désintoxication. Sous le choc, l'Angleterre doit se regarder dans la glace. Voici les confessions poignantes de l'ancien capitaine d'Arsenal. I drank for 12 years. So for 11 and a half of those years, I didn't want to stop. Prison, falling down my stairs, 29 stitches. I didn't really want to stop. 16th of August 1996, I sat in a bar, in a social club in Hornchurch, and you know, I had a pint of Guinness there, and the barman Jack came over and said, "You all right, Tony?" I said, "No." I started to cry. You know, it felt like all the emotion, you know, coming out of me. It's like surrender. It's just like a release. It was just like, I can't do this anymore. I kind of knew at that moment I'd been beaten. Arsenal walked into the club, 6 weeks sober. I was bang on recovery and not bang on booze, and going to so many AA meetings and going through the steps of 12 steps of Alcoholics Anonymous, and self-respect was coming back. You know, I felt good about myself, you know, and self-loathing for so many years, not feeling good about myself. I started to get a little bit of confidence. That's a sensational finish. I think the biggest thing that he did, he was willing to listen. Birmingham est la deuxième plus grande ville d'Angleterre, à l'ouest du pays, à peu près à mi-chemin entre Londres et Manchester. Ici, on trouve un centre dédié à l'écoute des joueurs alcooliques. Mais on ne vous montrera pas où il est, les tabloïds rôdent, alors l'adresse est secrète. Cet institut a été fondé par Gary Charles, ancien international anglais, alcoolique repenti après être tombé très bas. Aujourd'hui, il entraîne à l'université de Nottingham. Son témoignage, là aussi, vaut vraiment la peine d'être écouté. I never actually liked alcohol. So when the lads were all out having a pint and stuff, I would always have orange juice because I didn't like the taste of it. While I was playing, the drinking, I never drank, but as soon as I had an injury, it was more a case of binge drinking. When I broke my leg at Aston Villa, the injury was really, really bad. So I feel that I was lucky to play again. I mean, my foot twisted round, my foot was in totally the opposite direction. So I got back playing after about 18 months. I had about 4 or 5 operations, and I wasn't meant to be playing in the game. I refused the breath tests
I mean, I went into prison. It was tough. It was tough for an ex-England player, professional footballer, to go in. But I grew up in a rough area, and I like to think that I'm a decent lad. And once people got to know me, they accepted me for who I was. So I got my head down and I just got on with it. I ended up coaching the prison team actually while I was in there. A good few years later, I sort of put myself into a clinic. People say, why did you stop? And it was just a case of I'd had enough. I'd had enough. I just didn't want to drink anymore. I think it was for 5 weeks, and I was honest, and I held my hands up and I got my head down, and I can honestly say today that was the best 5 weeks of my life. Basically, if you are suffering, don't suffer alone, because I genuinely did that for a long time, and it's taken me a long time to get to where I am today. D'autres n'ont jamais remonté la pente. Plusieurs fois par an, des photos de Paul Gascoigne sortent dans les tabloïds. Sa déchéance comme feuilleton sordide. Pour ce qui est sans doute le plus grand gâchis de l'histoire du foot anglais. C'est un enfant dans un cordon. C'est quelqu'un qui n'a pas su grandir, à qui on n'a pas permis de grandir, et qu'on a laissé sombrer, ou dériver d'abord, puis sombrer dans l'alcoolisme, alors que les signes étaient connus de tous, que Paul Gascoigne, poursuivi, harcelé dans sa vie privée, ben, qu'est-ce qu'on fait? On boit pour oublier. On boit pour oublier qu'on boit, comme disait Boris Vian. George Best n'a donc pas vu la mer, trop d'eau sans doute. Lui, la rockstar, a beaucoup fait rire l'Angleterre, à dessein au début, à ses dépens à la fin. Il y a un fameux exemple, c'est quand il avait été l'invité de Terry Wogan dans le talk show le plus populaire du Royaume-Uni, et il était l'invité d'honneur. Et il était complètement sobre quand il est arrivé à la BBC, et ils l'ont mis dans the Green Room, donc le salon réservé aux invités. Malheureusement, dans ce salon, il y avait des bouteilles de vin blanc qui étaient ouvertes. Pas nécessairement la meilleure idée, et pour tuer le temps, Georgie a tué les bouteilles. Well, it's good to see you again. Thank you for joining us. Now, would you rather be at Old Trafford tonight with the return into Europe? Does that make you wish to be there again? Yes. A full and complete and frank answer there. What about the booze? Is that important to you? The booze is still important, yeah. Get off. Terry, I like screwing, all right? All right. So what do you do with your time these days? Screw. I see. Ladies and gentlemen, George Best. Coming up for the children. Quand on regarde les sponsors, qui a-t-on eu? On a eu bien évidemment Carling, la Coupe de la Ligue, Carling Cup. On a eu Budweiser, sponsor de la FA Cup. On a eu Tennent's qui était les sponsors du Community Shield, du Charity Shield à l'époque. On a eu Worthington, autre brasseur. En plus de ça, on a les brasseurs qui ont sponsorisé des équipes, Carlsberg et Liverpool, Chang et Everton. Pas de loi E20 outre-Manche. D'après une étude publiée il y a 3 ans, un téléspectateur anglais voit ou entend une référence à l'alcool toutes les 30 secondes. En Angleterre, la consommation d'alcool a doublé en 50 ans. Ici, il n'y a pas que les stades qui sont souvent pleins.